Bonjour et bienvenue sur Octogone. Dans ce podcast, nous vous proposons d'écouter des témoignages dans une optique particulière. Donner la parole à ceux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alors on accueille officiellement Victoire avec nous au mic, qui a rejoint Octogone tout fraîchement. Laissez-moi vous la présenter un petit peu. Attention, elle risque de vous mettre de la poudre d'or dans les oreilles. Victoire, en fait, c'est quelqu'un, si vous lui donnez des mots, des lettres, des pastels ou un code civil, dans tous les cas, elle vous fera des miracles avec. Et elle peut même vous faire tout ça en allemand. Victoire, bienvenue parmi nous. Alors merci Guylaine pour la très belle présentation. Nous sommes aujourd'hui avec deux invités très intéressants, à savoir Mireille, 35 ans, qui est ingénieur informaticien et qui pratique le théâtre d'impro depuis 10 ans. Bonjour Mireille. Coucou. Et avec Jean, 23 ans, étudiant en droit et lui comédien au conservatoire de Colmar. Bonjour Jean. Salut. Bienvenue. Alors, chers invités, messieurs, mesdames, vous choisissez. Est-ce que vous avez peut-être un combat ordinaire chacun? On vous écoute. Eh bien, c'est vrai que je pourrais dire que mon combat ordinaire, c'est quand les gens ils vont dire je vais prendre ma douche. Je me sens obligé de faire la phrase « Ah, tu vas la prendre dans tes bras et la transporter avec toi ?» Voilà. Ah non, Ah oui. excellent. J'aimerais quand même préciser que ce dieu du mic est l'inventeur des combats ordinaires. T'aimes pas qu'on dise inventeur? Je pensais que ça existait bien avant que je sois né déjà. Et peut-être que j'ai mis des mots que vous avez su comprendre en vos cœurs. Tu nous as parlé et ça nous a parlé et on a fini par intégrer les combats ordinaires dans Octogone grâce à toi. Jean, dis-nous. On a tous connu ça en soirée, etc., quand on rencontre de nouvelles personnes. Et il y a la première phrase qui se pose, c'est de savoir quelle est notre profession, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Ah, ça. Et ça, c'est un truc qui permet de démarrer une conversation, de démarrer d'emblée quelque chose. Mais ça m'a toujours un petit peu, pas agacé, mais dérangé, en fait, de commencer tout de suite par quelque chose de sérieux alors qu'on est dans un cadre... Tellement. Et qu'est-ce que tu proposes comme meilleure phrase pour en venir à la même chose? Je sais pas, mais j'avais rencontré un mec du coup à l'impro, donc on était dans la même association avec Mireille. On veut des noms. Loïc. Il le fait en plus. Il a même pas hésité. Ça balance direct sur Radio Octogone. Je sais pas, qui proposait de Radio, commencer non. par des choses un petit peu absurdes, genre quelle est ta passion, ou c'est quoi ton combat ordinaire. Allez, c'est vrai. Là, tu peux aussi briser la glace en disant « Salut, qu'est-ce que tu ne fais pas dans la vie ?» Voilà. Et là, la liste est très longue. C'est pas mal ça. C'est excellent. On est en train de faire un podcast sur les combats ordinaires. Franchement, moi ça me va, mais c'est pas ce qu'on a promis. Et toi, Victoire, qui nous rejoint, il n'y a pas de raison que tu passes pas à la sauce. Ça veut rien dire. Je crois que l'expression, c'est quoi passer à la casserole. Mais si tu l'as mal lavé ta casserole, il y a un peu de sauce qui traîne au fond, donc ça passe. Donc on va rester sur la sauce. Dis-nous, est-ce que tu aurais un combat ordinaire? Alors, les combats ordinaires, il y a déjà quelque chose qui est assez marquant avec ça, c'est qu'on ne s'en rend compte que quand on est en collectivité, donc que ce soit en famille ou en colocation. Et quand je suis en coloc, je me rends compte du nombre de combats ordinaires qui me frappent, et en particulier les choses qui ne sont pas fermées ou qui sont mal fermées. C'est-à-dire les boîtes qui devraient être fermées, les paquets qui devraient être fermés, les portes qui ne sont pas fermées. Et ça peut virer très très vite paranoïa, le fait qu'un objet soit pas à sa place. Donc voilà, il faut savoir être tolérant. Ouais, je pense que c'est un combat assez répandu aussi. On en a des bons aujourd'hui, je suis contente. Et j'ai confiance que je ne passe pas à la sauce, moi, pour une fois. On va peut-être démarrer sur notre sujet, le sujet promis. On va commencer par une définition du mot masque. Victoire, je pense que tu as des choses à nous apprendre. À vous apprendre, je ne sais pas, mais une définition s'impose, parce qu'on est dans un thème assez complexe, avec plusieurs facettes. Donc, on va déjà commencer par définir ce qu'est le masque. Alors, bien que les définitions soient assez nombreuses, la tâche est assez ardue. En tant qu'objet, le masque est, selon le Larousse, un faux visage de carton peint, de tissu, dont on se couvre la figure pour se déguiser ou dissimuler son identité. Au sens littéraire, le masque est l'apparence trompeuse sous laquelle on s'efforce de cacher ses vrais sentiments. Alors juste une petite précision, au cours de cette discussion, quand on parlera du masque sur scène, on parlera du masque au sens le rôle que joue le comédien. Donc les deux mots masque et rôle seront utilisés pour désigner la même idée d'endosser un rôle, à la manière de la commedia dell'arte justement, où le masque correspondait au rôle qui nous était attribué sur scène. T'as aussi une notion de personnage dans ce cas-là, ouais.
Ouais. C'est ça. Donc en tant que comédien, on aurait donc 2 sortes de masques. Le masque matériel, cet objet dont on se couvre, que ce soit par exemple le visage ou même le corps sur scène, et les masques immatériels. Donc on a choisi, Guylaine, de les appeler comme ça. Ce seraient plutôt les comportements qu'on a en société, mais qui peuvent aussi apparaître sur scène et qui transparaissent dans nos actes, notamment dans nos rapports avec les autres, ou voilà, même sur scène, pourquoi pas. Donc Jean, on aimerait avoir un petit peu ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ces 2 types de masques ? Est-ce qu'ils sont importants pour toi en tant que comédien et en tant que personne dans la vie de tous les jours ? Donc voilà, un peu comment ils interagissent. Parle-nous de ton avis là-dessus. Moi, je pense qu'on a toujours des masques, mais je les vois pas vraiment comme des masques. Je les vois comme des facettes de sa personnalité. C'est des choses qu'on déclenche à un moment donné par rapport à telle chose ou telle chose qu'on doit faire. Et je pense que, par exemple, quand tu es timide avec tes beaux-parents dans un dîner de famille, c'est aussi une sorte de masque que tu te mets, mais c'est justifié par la situation, et c'est aussi ta façon d'interpréter la situation, de vivre le truc et de réagir. Et peut-être que tu essaieras de bien présenter à ce moment-là, etc. Mais ça sera, je pense, une déclinaison de ta personnalité. Peut-être que, je sais pas, Myri, tu veux nous donner ton point de vue, ton vécu par rapport à ça ? Non, mais je pense que ce qu'a dit Jean, c'est plein de sens. Et je dirais aussi que tu peux aussi ne pas savoir quel masque porter avant de savoir un peu en effet quitter. Et donc des fois, tu mets des masques quand tu arrives à des endroits pour bien paraître. Et au bout d'un moment, quand tu as appris des choses sur toi, peut-être que tu vas enfiler ton masque qui te représente toi, en fait. Parce qu'il y a plein de moments dans la vie où, on pas forcément mentir, mais tu vois, on fait montrer seulement une facette de soi. Et des fois, on la cache. Typiquement, en entretien d'embauche, tu vas pas montrer si t'es pas quelqu'un de sérieux qui aime bien déconner, etc. Et des fois, en soirée, il faut pas non plus être trop déconnant, parce que voilà, il y a des endroits où il faut pas faire ça, etc. Et après, dans le monde du théâtre, en effet, quand tu mets ton masque, c'est que tu vas habiller ton corps et ton esprit et ta manière d'être par un personnage que tu peux avoir travaillé pendant longtemps, ou comme dans l'impro, qui peut arriver comme ça en 20 secondes, et puis après, on joue avec, quoi. Mais alors, c'est là où c'est intéressant, je trouve, c'est que avec l'impro, je pense que vous pourrez me dire tous les deux, c'est tellement spontané. Le rôle qu'on va endosser est souvent quand même très spontané, ou en tout cas, on le construit en moins de 3 minutes, tu veux dire ? Ouais. D'ailleurs, peut-être que là-dessus, un de vous deux pourrait nous donner une petite description de ce qu'est le théâtre d'improvisation. Si jamais les auditeurs connaissent pas ce mode spécial de jeu. Myri, peut-être tu veux un nous petit en parler ? expert dans le coin. En fait, c'est une pratique théâtrale, spécifique, qui a ses règles, ses codes. Et en fait, l'impro, c'est raconter une histoire. Et en fait, avec rien, on va tout faire. C'est-à-dire qu'il y a plein de formes d'impro différentes. On peut avoir vraiment un truc thématisé, on peut avoir une pièce improvisée, on peut avoir un long form, une free form, un match. Il peut y avoir du cabaret, des trucs très fun, très énergiques. Mais au final, ce qu'on va demander, c'est à partir d'une idée, à partir d'une impulsion, de quelque chose, de raconter une histoire. Et l'idée, elle vient de l'extérieur, du public souvent. Ça peut venir du public, ça peut être, quand c'est des choses très libres, le comédien va impulser quelque chose. Ça peut être un maître de jeu qui va proposer justement quelque chose, il a envie de voir ça. Voilà, on va faire une impro à l'univers du western, mais j'aimerais que ça commence sur la voie de chemin de fer entre 2 personnages. Bam. Mais sinon, en effet, un mot, on peut dire allez, trompette, et puis ça commence, et bon, on crée le personnage, on crée l'univers, on crée un début, une rencontre, un milieu, une fin. Ouais. On fait voyager les gens. Et donc dans ce type de théâtre, il n'y a pas forcément de costumes. C'est un théâtre assez, finalement assez épuré, non, au niveau des masques et des costumes que vous portez, matériellement. Alors après, ça dépend encore une fois des formats. Donc typiquement là à Strasbourg, où on joue avec Jean à la Lolita, on a juste un t-shirt où tout le monde a le même t-shirt avec un petit logo pour représenter l'équipe dans laquelle on est. Mais ensuite, voilà, on fait tout nous-mêmes. On fait des mimes, on pose des ambiances, on fait des bruitages, on prend des personnages, etc. Et après, il peut y avoir des spectacles d'autres compagnies, d'autres villes, ou même à Strasbourg, la Lolita peut proposer une fois où oui, en effet, il y aurait peut-être des éléments de déguisement, il y aurait du décor, après, tout est faisable. Mais ce qui est bien avec l'impro, c'est qu'on n'a pas besoin, vraiment pour faire, on n'a pas besoin de grand-chose. Ouais. Et alors justement, dans l'impro, c'est tellement spontané que tu te dis, quelle est la part de moi que j'investis dans ce que je mets sur scène ? Quelles sont les facettes de moi que je laisse transparaître ? Est-ce que je maîtrise vraiment ça ? Comment je construis mon rôle ? Je pense qu'il y a aussi une part de contemplation de la société qu'on fait tous les jours, qu'on a investi là-dedans. Comment est-ce qu'on le digère, on le transforme, on construit ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu chacun ? C'est une sorte de mise à nu parfois, d'avoir juste quelques secondes pour
trouver en fait une petite histoire avec donc parce que on a aussi des petits tips en impro pour démarrer une histoire et avoir quelque chose de pertinent, donc le qui, quoi, où, qui vous êtes avec l'autre personne sur scène, quel est l'enjeu et où vous vous trouvez. C'est vraiment les éléments de base pour démarrer une impro. Et c'est vrai que c'est parfois un petit peu intimidant, c'est vraiment une mise à nu parce que des fois on sait pas quoi faire, du coup on se montre vraiment tel qu'on est, et peut-être que là on peut dire que le masque tombe vraiment, et du coup des fois ça peut être on peut avoir peur de la réaction du public par rapport à ce que nous on montre, qui peut être très intime et très personnel, quoi. Tu parles du beat, quoi. C'est vrai qu'en théâtre classique, quand tu as travaillé un personnage, un texte pendant longtemps, soit tu es un peu fatigué, tu loupes une réplique, etc. Mais c'est vrai qu'en impro, des fois, ouais, tu peux être le feu sacré, et puis des fois, tu es là, tu fais un truc, bon, ça marche pas. T'es juste Personne une carotte. comprend ce qui se... Ouais, par exemple. Non, mais en plus, quand tu as un rôle dans le théâtre classique, tu as ton rôle, et le masque est plus opaque quelque part, je pense, parce que... Je sais pas, justement. En tout cas, c'est travaillé pendant des mois et des mois, donc c'est quelque chose qui est un peu borné, même si on peut toujours interpréter et revivre chaque fois un petit peu de manière différente. C'est bien de ne pas rentrer dans une musique et de ne pas refaire toujours la même chose. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est plus cadré que l'impro, où là, c'est vraiment... c'est free, quoi. C'est... Ouais. Si tu veux faire mourir quelqu'un dans un sauna, on a déjà vu cette impro-là. Ça arrive. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que finalement, dans l'impro, on choisirait plus le masque qu'on veut porter, plus le rôle, en fait, que dans le théâtre classique, où on est cantonné à un personnage qu'on va jouer du début à la fin. Et à ce titre, en fait, comment est-ce qu'on va choisir tel ou tel rôle plutôt qu'un autre ? Est-ce qu'il y a des rôles du type l'autorité ou des traits de caractère qui sont plus faciles à adopter quand on est comme ça dans la vie de tous les jours ou pas ? Ouais. De toute façon, déjà, l'impro, ça se travaille. Donc, on fait des ateliers et puis on apprend justement à mettre en place, qu'a dit Jean, facilement à qui, quoi, où. On apprend à faire vivre un univers, raconter l'histoire, etc. On apprend justement les choses sur les statuts, qui peut être très intéressant. Quand il y a quelqu'un qui arrive en étant très fort, très autoritaire, c'est bien que quelqu'un d'autre soit vraiment en dessous. Parce que ça peut créer justement déjà du jeu, ça peut créer des situations comiques. Et à côté de ça, peut y avoir aussi un flip, c'est-à-dire que la personne qui est au-dessus peut redevenir en dessous, si les gens sont un peu malins, si on voit par où ça passe. Et donc, ouais, donc pour te répondre, comme on travaille des personnages, en soi, on sait qu'on a déjà des choses. Quand on commence le théâtre d'impro, on sait qu'on aime peut-être déjà bien mettre quelque chose dans le corps, se tortiller dans tous les sens. On sait qu'on aime peut-être déjà bien faire des accents ou faire du jeu physique. Et ensuite, voilà, on travaille. Et puis, quand la scène commence, ouais, c'est ça, quand on a beaucoup d'expérience, on a une panel de personnages, de choses qu'on peut mettre en place. Et puis, on choisit, puis pouf, on se lance, quoi. Je peux même rajouter que c'est très facile de tomber vite dans le cliché. Et c'est vraiment la chose qui est très accessible au début et qui est peut-être un peu à éviter, en fait. Dans l'impro ? Ouais. Mais moi, ça me fait poser 2 questions parce que du coup, j'ai fait de l'impro aussi, toi aussi, Victoire, un petit peu. Et je me souviens quand même qu'il y avait des personnalités, des différentes personnes dans la troupe qui ressortent sur scène. Ceux qui ont tendance à prendre moins de place vont pas forcément prendre beaucoup de place sur scène non plus. Oui. Tout ça pour dire que on se construit un masque, on se construit un personnage, et on apprend avec des techniques que vous venez de citer à se construire un personnage. Mais après, est-ce qu'il est vraiment opaque ? Je sais pas si vraiment on peut totalement se cacher derrière son rôle, même en impro, justement. Non, mais bien sûr, après, dans la vie, ouais, il y a des gens timides, il y a des gens plus grande gueule, et ça va se ressentir aussi sur scène. Et après, ce qui est très intéressant, justement, c'est d'aller à l'inverse de ce qu'on est. Moi, j'ai déjà vu des gens, en effet, très, très timides, qui viennent pas beaucoup parler avec tous les gens de l'asso, ou après les spectacles, ils sont un peu dans leur coin. Et en fait, sur scène, quand ils sont personnage central, ça explose de tous les côtés, c'est génial, ils prennent l'espace, ils parlent fort, ils sont là, quoi. Et après, dans la vie de tous les jours, en fait, dans la vie de tous les jours, t'es chiant, alors que sur scène, t'es génial. C'est impressionnant des fois de voir des gens vraiment très timides et très gentils qui sur scène sont vraiment hyper charismatiques, ils donnent beaucoup et tout. Et c'est une sorte d'exutoire aussi, je pense. Tout ce que tu contiens peut-être dans ta vie de tous les jours et tout, tu lâches les chevaux sur scène et c'est super intéressant. C'est important de laisser la liberté à tout le monde, c'est-à-dire sa propre liberté vis-à-vis du masque qu'on va adopter. Et la liberté aussi de dire, mes compagnons de scène, ils vont aussi pouvoir avoir différents aspects de personnalité et je les prends comme ils sont. Et je vais rebondir sur leur jeu en fonction de ce qu'ils adoptent. Et ça, c'est important de voir qu'il y a finalement son masque et le masque des autres autour. Et oui, cette grande liberté, en fait, qu'on peut avoir. Ouais, puis une fois que tu as compris qui est l'autre, tu peux justement aller titiller, aller chercher, aller jouer.
Et puis de toute façon, voilà, de règle générale, quand tu fais une pratique artistique, ça permet toujours de libérer des choses. Ouais. Tu vois, des peintres qui sont en transe, des danseurs qui, pareil, sont dans leur truc, et des comédiens, voilà, quand tu es investi dans le truc. Et puis après, tu te surprends toi-même. Et ça, c'est génial quand on voit que les gens, à l'intérieur, se disent « Waouh, c'est moi qui ai fait ça ?» Et en fait, quand tu es caché derrière ton masque, ça peut être plus facile de se lâcher, de tester des choses. Mais ça me fait penser un peu à la séduction dans la vie courante, où quelque part, tu te mets un peu un masque. Et après, au fur et à mesure que le temps s'écoule, le masque, il va tomber au fur et à mesure. En tout cas... Et après, tu ronds, c'est ça, ouais. Et après, c'est la rupture. T'es comme ça, en vrai. Et c'est vrai que finalement, dans la séduction, c'est quand même un aspect très intéressant de la personnalité parce que chacun adopte un masque différent. Il va avoir le masque de l'humour, le masque finalement de cette espèce de sex appeal qui peut ressortir de quelqu'un et qui, en fait, dans la réalité, dans le quotidien, il peut être complètement absent. Alors peut-être que vous pouvez nous parler de ça. Est-ce que quand vous êtes dans une phase de séduction, vous adoptez un masque prédéfini qui va ressortir à chaque fois que vous avez des rencontres ou que quelqu'un vous plaît? Quand j'ai pêché aux gens, c'était naturel. Ouais, c'est super bien passé. Dans les yeux. Vraiment, Alors Mireille est assise sur les genoux de Jean actuellement. Oui, d'ailleurs, tu prends un petit peu trop de place, Mireille. La question déjà. C'était quoi la question? Quand tu dragues. Ça vous a déstabilisé. Quel est est-ce que vous avez remarqué dans vos comportements, quand vous essayez de séduire quelqu'un, que vous adoptez un masque prédéfini, que ce soit l'humour, que ce soit un peu une phase un caractère ténébreux? Est-ce que vous, avec le recul que vous pouvez avoir sur vous-même, vous constatez ça? C'est sûr que c'est toujours une bonne autodéfense, l'humour. Après, on a toujours un masque. Moi, je suis un petit peu timide de base, donc je sais que j'ai souvent ça qui ressort au début et que j'essaye d'être un petit peu, je sais pas, charmant, rigolo, etc. Mais on se montre pas totalement tel qu'on est. On va pas commencer à dire qu'on dort avec ses chaussettes ou ce genre de choses, quoi. Mais est-ce que tu as conscience de jouer un rôle quand tu fais ça? Non, pas vraiment, parce que c'est ma façon de vivre le truc et je pense que le mieux c'est d'être toujours sincère et de pas chercher à adopter une attitude qui n'est pas la tienne, parce que sinon de toute manière ça se verra après. Si c'était d'une certaine manière au début et qu'après tu revois la personne et qu'elle te trouve totalement différent ou que tu changes de comportement, c'est bizarre. Donc moi je pense qu'il faut toujours rester sincère. Et oui, je pense que c'est une facette de ta personnalité et ça passe avec le temps et de toute manière c'est toujours plus intéressant quand la personne est peut-être un peu fermée au début mais que tu vois qu'il y a quelque chose qui se cache derrière et que tu creuses petit à petit pour découvrir tout ça, quoi. Ouais, d'un point de vue personnel, je sais que pareil, le côté humour, oui, bien sûr, tu essayes toujours d'être un peu rigolo, d'être un peu intéressant, etc. Après, dans les relations, il y a plein de choses différentes. Mais c'est vrai que quand la personne, il y a vraiment un gros crush, un coup de cœur, où là, moi, je perds tous mes moyens, tu vois. T'es timide, tu te crois nul. C'est le moment un peu compliqué. Et puis quand c'est le petit flirt, ou que tu vois que ça commence un petit peu, oui, c'est ça, c'est un peu le masque de l'humour. D'être un peu relax, etc., pour pas montrer que l'intérieur on vibre. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Mireille, finalement, c'est de se dire que des émotions intenses, elles peuvent venir faire tomber les masques, en fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est des choses qu'on voit aussi tout à l'heure quand on parlait de l'impro, quand les gens se surprenaient eux-mêmes. C'est vrai que des fois, quand tu es dans une scène où il faut vraiment pousser une émotion... Alors après, il faut savoir que dans le monde du théâtre et aussi en impro, le travail de l'émotion, c'est une des choses les plus dures. Parce qu'on peut très bien travailler un personnage, travailler des mimes, travailler un accent, travailler de la gestuelle, de la présence, mais l'émotion, quand on est jeune, quand on est moins jeune, plus vieux, on va tous être, par exemple, en colère différemment, on va tous avoir peur différemment, etc. Et le travail de l'émotion, c'est un truc vraiment intense. Et c'est vrai que quand on arrive sur des gros moments où on se met très en colère, où on essaie d'être au paroxysme de la joie, ou de vraiment essayer de gratter quelque chose en nous pour faire ressortir de la peur, là, c'est un peu plus dur des fois de rester un peu complètement dans la scène parce qu'on se perd dans l'émotion. Et donc voilà, je sais que au théâtre, quand on répète souvent, et au cinéma, coupé, mais dans l'impro, des fois, on peut un peu déconnecter quand on est très, très dans l'émotion. C'est clair. Et alors justement, on avait une question là-dessus d'un de nos abonnés, qu'on remercie d'ailleurs pour leur question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir du mal à sortir d'un rôle, de repasser de la scène à la vie réelle? Le syndrome des Lewis. Oui.
Oui, moi ça m'est déjà arrivé. Bon, c'était pas vraiment sortir d'un rôle, mais c'était sortir d'un accent que j'avais pris. On avait répété un spectacle pendant des mois où je jouais un producteur de disques et tout qui avait un accent du sud. Ah, t'aurais dû le Et garder. pendant de nombreux mois après, j'ai gardé cet accent. Et ouais, il y a l'été qui s'est passé entre-temps et quand je suis revenu après en cours, ma prof de théâtre, elle en pouvait plus parce que je mettais des E à la fin de toutes mes phrases. Je ne fermais pas mes fins de mots. C'est trop drôle. Et oui, voilà. Ok. Et il t'a pas manqué l'accent? Ah bah de toute manière, ça se reprend facilement, Ouais. l'accent du sud. Ah yes. À Strasbourg, ça apporte un peu de soleil. C'est pas mal. Moi, j'avais vraiment une question qui m'intéressait et qui avait été aussi posée par les abonnés. C'était celle de savoir, alors déjà, je sais pas si vous avez des réseaux sociaux ou pas, mais il est vrai que sur les réseaux sociaux, on a quand même souvent une image qu'on se donne. Et là, je trouve que le masque transparaît beaucoup. Est-ce que vous pensez que, à l'heure du filtre sur les réseaux, donc c'est des réseaux qui nous donnent un autre aspect, on peut finalement savoir qui se cache sous le masque? C'est une très bonne question. Très bonne question, ouais. Et c'est là-dessus que se termine le Vous podcast. avez 4 heures. Ils sont tous les deux tombés de leur chaise. Bah, j'ai pas de compte Instagram, j'ai pas de compte TikTok, j'ai juste Messenger, dire j'utilise Tinder, hein. beaucoup. Ouais. Tinder, c'est un réseau, ouais. Ouais. Ah ouais, quand même. Ah mais je suis même pas dessus en plus, pas encore. Mais oui, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, quand t'as des gens, ils postent tous les jours, ils se mettent en scène, en valeur, etc. Après, c'est peut-être vachement plus le côté influence sur Instagram où ouais, il faut paraître super cool. Alors que derrière, c'est un travail, quoi. Des fois, les gens, ils en chient, ils font juste le make-up juste avant, alors qu'ils sont exténués. Faut trouver des idées et tout. Donc, ouais, je pense que là, tu portes un bon gros masque aussi. À voir si t'es aussi comme ça dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais. Mais est-ce que vous avez un souvenir d'un rôle un peu extrême, ou plutôt un souvenir extrême d'un rôle que vous avez joué? Extrême dans quel sens? Marquant. Ouais. Un moment de scène marquant. Ouais, je pense, il y en a toujours. Tu vas nous confier un petit à l'oreille comme Ouais, ça, par en exemple, secret? bah écoute, il y a une catégorie, donc justement en impro, dans le match ou dans le cabaret, le maître du jeu va à un moment donner une catégorie à une impro. Donc soit c'est libre, les gens font ce qu'ils veulent, il y a un mot. Des fois c'est une catégorie, genre voilà, vous allez jouer à la manière de tel film, tel auteur. Vous allez jouer avec un positionnement spécifique, avec de la musique, etc. etc. Et il y a une catégorie qui s'appelle la mort théâtrale, où c'est un shooter, il est seul sur scène, il n'a pas le droit de parler. Et le maître du jeu va chercher dans le public un objet et un lieu. Et la personne doit mourir à cause de l'objet dans le lieu. Sans parole, juste avec des bruitages, des mimes, et seul sur scène. Et donc c'est une catégorie qui donne envie à beaucoup de comédiens improvisateurs, mais qui fait peur à beaucoup aussi. Parce que t'es seul, et là, comme après c'est un match, il y a chaque équipe qui va envoyer un shooter, et après il y a le vote du public, donc il faut essayer de faire un truc cool pour que le public il se régale tout simplement. Et ouais, je me souviens qu'en tant que débutant, j'en avais fait 3 de suite, je crois, sur une même année. Et à chaque fois, c'était un kiff total de devoir mourir dans un canoë-kayak avec une poupée Pikachu. De devoir mourir dans un musée d'art moderne avec un pneu. Et aussi dans un aquarium avec une pince à épiler, un truc comme ça. Et ça, ouais, c'est des super souvenirs parce que quand tu vis le truc, que justement, encore une fois, ce qu'on discutait tout à l'heure, tu te surprends. Ouais. Toi-même, tu te dis, je fais quelque chose, les gens kiffent, ça veut dire que waouh, ils comprennent mes mimes, j'arrive à montrer quelque chose avec mes mains. Alors que quand l'impro commence, t'es un peu en tremblote, en mode waouh, tout le monde me regarde, la lumière est sur toi, t'es seul sur scène, il n'y a pas les copains qui peuvent venir t'aider. Et ouais, c'est un super kiff et des bons souvenirs. Ah, c'est génial. Ah, ça doit être très très fort parce qu'en plus dans cette catégorie tu as la notion de solitude qui est très forte et donc de pression sur tes 2 petites épaules face au public sur ta scène où il n'y a que ton masque qui te protège, que ton rôle en fait. Ouais. Et là c'est une forme vraiment de dévotion je trouve pour un comédien de se présenter à nu comme ça seul sur un thème comme ça. Est-ce que ça donne de la force dans la vie en société ? Alors, en règle générale, je pense que oui, en restant sur l'impro, mais encore une fois, toutes les pratiques artistiques, ça va aider à débloquer des choses, à se sentir plus à l'aise. Et puis, dès qu'on fait une création, quelque chose d'artistique, c'est cool quoi, de proposer des choses. Et c'est vrai que dans le théâtre et dans l'impro, il y a aussi beaucoup d'exercices. Encore une fois, ça se travaille sur le lâcher-prise. Et typiquement, là, avec la Lolita, on a des salles au lycée Kléber pour s'entraîner. Enfin bon, avec le Covid, ça s'était arrêté, mais on espère que ça va reprendre. Et en contrepartie, il y a des coachs bénévoles qui viennent faire des ateliers pour les élèves HEC, pour les préparer. Et on utilise tous les exercices, donc tout le matériel pédagogique de l'impro,
pour leur faire des exos, mais pour eux, juste c'est ça, être à l'aise devant un auditoire, pouvoir bien s'exprimer, etc. Pour eux, c'est pour préparer leurs oraux en fait. Et il y a plein d'exos comme ça qui permettent après à se dire waouh, en fait, quand je me retrouve devant plein de gens en costume qui me regardent, je suis à l'aise. J'ai un peu travaillé ça et puis je me sens un peu mieux, etc. C'est une grande chance de Et pouvoir puis, assumer comme ça, parler à un public sans avoir peur. Et puis quand t'es jeune, à 18 ans, et que tu dois faire ce genre de choses, si t'as ces petits outils, tu te mets le masque du mec qui assure, de la meuf qui assure, tu fais ton entretien, t'as assuré quoi. Jean, est-ce que tu veux nous parler d'un souvenir de scène particulier ? Alors moi je sais pas, je me souviens pas d'un rôle qui m'a particulièrement marqué. Enfin si, cette année j'ai joué l'étranger, j'ai fait l'épilogue de l'étranger conservatoire, mais sinon à l'improvisation j'ai un rôle qui m'a particulièrement marqué, c'est non pardon, pas un rôle, une catégorie plutôt qui me plaisait beaucoup, c'était la catégorie télévision. Du coup, c'était une catégorie. Vas-y avec l'accent alsacien, là. On s'interrompt pas. Allez, c'est bon, c'est la demi-heure accent. Oh C'était une catégorie où fallait du coup zapper sur plusieurs chaînes et t'avais plusieurs personnes qui jouaient ensemble. Et t'avais par exemple la chaîne gastronomie, lapinerie, la chaîne journaux du monde. Et c'est une catégorie que j'ai toujours beaucoup appréciée. Après, bon, la Lolita, de toute manière, ça a créé tellement de bons souvenirs et de fous rires que choisir parmi tout ça. Hein. La Lolita libère. Et puis c'est comme, après ça dépend si t'es optimiste, pessimiste. Enfin bon, dans la vie il y a des gens ils gardent en eux les mauvais souvenirs, mais en vrai quand tu fais 2-3 bides et plein de superbes impro, les 2-3 bides tu les oublies vite. Tu restes sur le positif, enfin je pense. J'espère que les gens font ça, qu'ils restent sur les souvenirs positifs. On avait une autre question des abonnés qui était la suivante dans un autre registre. Quel est votre masque préféré dans la culture populaire ? Un des masques préférés. Miri, il est flippé. Lui, il a une imagination. On parle de mes masques de bondage ou pas ? Non, c'est pas de la pop, ça. Non, je rigole. Mais plutôt les masques de catch mexicains. Je suis super fan. Ils sont ouf, quoi. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Non, mais déjà, un peu quand j'étais gosse avec mon frère, Franck, si tu nous écoutes, bisous. On faisait du catch, on s'amusait et on se déguisait. Et c'est vrai que quand tu regardes le catch un peu à l'américaine, avec le gros show, ils arrivent avec des grosses voitures, ils se foutent sur la gueule, mais chez le catch mexicain, c'est beaucoup plus de vol plané, beaucoup plus de voltige, ils sont très souples, ça envoie dans tous les sens, et le décorum est un peu moins lourd, mais c'est plus sur l'acrobatie, etc. Et les masques, ils sont ouf, quoi. Ils arrivent avec une petite cape rose, un masque bleu-vert, machin de tigre, avec une crête de... Enfin, tu regardes sur un site internet, catch mexicain, les petits slips, mais oui, mais ça aussi, les costumes. Et cette année, avec l'équipe d'impro, on n'a pas pu jouer à cause du Covid, mais on avait un concept autour de catcheurs mexicains. Donc, c'est trop drôle. Et les masques sont... Enfin, j'en ai 2 à la maison, ils sont trop jolis. Je vous invite, chers auditeurs, auditrices, à venir toquer chez moi, je vous les montrer. 8 rue Brûlée. Les masques ou les sapins Non, mais tu nous les as fait voir avec les oreilles, je pense, un petit peu là. Moi, j'avoue que je vois pas à quoi ça ressemble. Mais on a une photo. Avec plaisir. Ça ne s'oublie pas. Quand on a vu un, ça reste gravé. Et toi, Jean Moi, c'est le masque du Batman que j'adore. Ah, c'est vrai ? Pourquoi ? Je sais pas, c'est un univers noir. Et puis en fait, c'est le seul super-héros qui est ordinaire, qui a pas de super pouvoir et du coup qu'on peut vraiment imaginer dans le réel. Et je sais pas, toujours kiffé le Batman. Puis il y a quelque chose d'assez indémodable dans le masque de Batman. Le côté graphique, noir comme ça, c'est vrai qu'il passe les époques. Ouais, et puis ça représente tout son univers. Juste avec le masque, tu regardes ça, tu comprends tout. Ouais, c'est vrai. Après, voilà, il y en a qui préfèrent Spider-Man. On les tolère aussi. Mais c'est vrai que ça traverse le temps, ce côté noir. Et ce qui est fou, je trouve, c'est qu'ils aient réussi à en faire c'est emblématique maintenant, quoi. C'est devenu un logo presque. J'en avais une autre question des abonnés. Donc, est-ce que finalement, vous allez, quand vous êtes en société, regarder un petit peu l'environnement, les gens qui vous entourent, ou même le lieu, que ce soit le bar, que ce soit le cinéma. Bah ouais, est-ce que vous allez être toujours la même personne ou est-ce que vous allez vous adapter vraiment de manière conséquente en fonction de l'endroit où vous êtes ? Côté caméléon, quoi, un petit peu. Ouais, côté caméléon. On va pas se cacher que des fois, on s'adapte même inconsciemment à l'endroit où on est, mais bon. Est-ce que ça vous est arrivé au cours d'un voyage, par exemple, de vraiment prendre un rôle pour vous sortir d'une situation gênante ou pour... Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter ? Alors, je réfléchis 2 secondes. Lors d'un voyage, en tant que touriste français qui râle sur beaucoup de choses,
Non, mais je pense que quand tu as une pratique artistique et que tu es quelqu'un qui a un peu d'imagination, etc., je pense que ton environnement, si tu es observateur, etc., tu peux justement enclencher le petit mode caméléon qui permet de pouvoir peut-être être à l'aise dans plein de situations. Et je pense que quand tu es observateur comme ça, tu te fonds forcément, si tu veux être à l'aise, hein, parce que des fois il y a des endroits, tu restes, je sais pas pourquoi, en soirée, des fois tu t'amuses plus, mais tu restes. Après, de la question de pendant un voyage, je sais pas, genre si t'as réfléchi, je suis encore en train d'essayer de réfléchir. Je suis en erreur 404 depuis avant. C'est ce qui fait trop chaud dans la salle. Non, mais est-ce que tu le fais consciemment et est-ce que tu penses que le théâtre t'aide pour ça? Alors, je pense que il y a peut-être une partie un peu consciente. Et après, ça dépend aussi de toi, comment tu es à l'aise en société avec les gens, etc. Mais je sais que j'avais un pote qui me disait ça justement à l'époque des études, donc juste avant d'arriver à Strasbourg, avant de commencer l'impro. Voilà, Flavien, si tu nous écoutes, bisous. Tout le monde dédicace. Et Flavien, lui, il me disait ça, il me disait, mais t'es un caméléon. C'est-à-dire que je me souviens d'une soirée que j'avais faite dans un jardin où j'avais invité plein de gens de plein d'univers différents. Et en fait, je passais mon temps à essayer de temps en temps de dire tiens, vous voulez pas discuter avec eux, ou tiens, je te présente lui ou un tel. Et c'est vrai qu'il y avait des potes de collège, de lycée, il y avait des potes du petit travail que j'avais à l'époque, il y avait des gens rencontrés dans les bars qui étaient juste des potes de picole, il y avait un groupe de meufs qui était très un peu fashion et tout, qui pouvaient justement déteindre un peu avec mes potes de fac qui étaient un peu des informaticiens un peu geeks. Mon pote Flavien qui lui est très métalleux justement. Non, mais justement, c'est bien de mélanger les genres et faire rencontrer les gens. Mais ouais, c'est ça, c'est-à-dire que le but, c'est qu'un peu tout le monde puisse voir un petit peu les gens, se parler, etc. Et je pense qu'on a aussi tous déjà fait une soirée où il y a un petit groupe qui est dans la cuisine, après il y a un petit groupe dans le salon, il y a un petit groupe sur le balcon. Et au final, quand c'est ta soirée, tu parles à tous tes potes, mais des fois, tu te rends compte qu'il y a des groupes qui communiquent pas ensemble, tu vois. Tu peux passer 3-4 heures dans un appart et il y a des gens, tu leur parles pas du tout, quoi. Est-ce que cette richesse sociale autour de toi, elle t'enrichit pour tes rôles, de voir que finalement tout le monde est très différent dans son attitude, dans ses codes en fait? Ouais, de ouf, hein. Ça, c'est encore une fois le côté observateur. Moi, ce que j'adore, c'est par exemple quand j'ai un long trajet en bus ou je prends pas trop le tram, mais ou si t'es en bagnole dans la ville, etc., de regarder les gens dans la rue, quoi. Et des fois, un petit vieux avec une démarche, quelqu'un qui traîne, qui tire son enfant, des gamins qui courent bizarrement, enfin je sais pas. Mais tu regardes les gens et ça inspire de ouf, hein, et ça donne des idées pour jouer des personnages. Jean, t'es comment toi par rapport à ça? Je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est ce que disait un petit peu Stanislavski, on en parlera peut-être dans les références. Un comédien, c'est quelqu'un qui est curieux, qui observe, qui se nourrit un petit peu de tout ce qui l'entoure. Il faut toujours forcer un peu la curiosité et l'ouverture d'esprit. Et c'est sûr que si on reste chez soi et on n'essaye pas de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, on va pas avoir des idées. Ou si demain on te demande de jouer un tel rôle, genre, je sais pas, un politicien ou j'en sais rien, si t'as pas des amis ou t'as pas rencontré des gens qui sont un petit peu en droit on en connaît pas mal, mais c'est bien d'avoir toujours un panel de gens et de gens que tu rencontres autour de toi qui sont dans plusieurs univers variés. Moi j'ai des copains qui sont dans l'informatique, comme Mireille, dans le théâtre, dans la vidéo, dans le design, dans le droit, et c'est super intéressant d'avoir tous ces gens autour. Du coup, tu as toujours des conversations ultra variées. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est de les confronter aussi. Et de voir comment, quand ils se rencontrent, qu'est-ce que ça crée. Et c'est intéressant de te dire que tu fais aussi rencontrer des gens qui ne se seraient peut-être pas forcément rencontrés en temps normal, parce qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, etc. Et de voir ce que ça crée, ouais. Est-ce qu'on peut dire que plus t'es observateur, plus t'es un bon comédien? Est-ce que ce postulat serait juste insuffisant mais juste? Je sais pas si tu seras un meilleur comédien, mais en tout cas c'est important d'être observateur. C'est ce que disaient Jean, etc. Après, si tu arrives aussi à avoir le côté un caméléon et buvard aussi, tu vois. Parce que c'est vrai que tu vas regarder quelqu'un qui a une démarche intéressante, mais il faut réussir à pouvoir la reproduire aussi. Ouais, c'est vrai. Et ce côté buvard, je trouve que ça rassure beaucoup pour une personne timide. Quand dans ma petite et pauvre pratique théâtrale, par rapport à vous, c'est ce qui me rassurait beaucoup. Ce côté finalement faire un copier-coller de ce qu'il y a autour. Parce qu'on se dit qu'on est dans le juste en appliquant en fait les codes d'une personne qui représente à nos yeux une catégorie sociale ou un statut. Ouais. Est-ce qu'il est difficile, peut-être Jean, la question peut s'adresser à toi, de mélanger les gens qui sont pas faits pour se rencontrer parce qu'ils appartiennent à des catégories différentes
et que tu veux quand même se faire rencontrer parce que tu penses que ça peut être une bonne idée, parce qu'ils ont des passions communes. Est-ce que c'est difficile d'amener les gens à se confronter comme ça, les uns les autres ? Je sais pas, je trouve pas. Il suffit de créer de faire une petite soirée chez soi, d'inviter plusieurs personnes de plusieurs univers, et puis T'as pas peur de mélanger les masques ? Tu sais qu'il y a des gens qui sont plus... Non, parce qu'après, on est tous des humains. C'est pas parce qu'on fait ça ou ça que... Ouais, mais c'est vrai, je sais pas, parfois on a peur... moi, en tout cas, je parlais pour moi. Maintenant, moi, mais avant, j'avais peur de faire se rencontrer des gens que je pensais être totalement différents. J'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Comme si on entretenait finalement ces masques et ces catégories en se disant... Voilà, cette personne, je la vois comme une personne qui est plutôt sérieuse, donc elle va rester dans sa catégorie sérieuse et on va éviter de la mélanger aux joyeux lurons et... Voilà. Mais peut-être que t'anticipais aussi le fait que ça matche pas et que tu voulais pas qu'il y ait de conflit, il faut pas qu'il y ait des gens qui s'aiment pas pendant ma soirée, etc. C'est ça. Mais du coup, en fait, ça rejoint ce que disait Victor au sens où je les gardais dans cette catégorie-là que moi dans laquelle je les avais mises. Non, en fait, c'est la situation aussi qui fait que la personne est comme elle est. Donc si tu la changes de situation, elle s'adapte aussi. Puis encore une fois, même si on n'est pas comédien ou improvisateur ou quoi, je pense que tout le monde, à un moment donné, va enfiler le masque du ok, je suis en société, je suis dans une soirée, ces gens-là, je vais un peu leur parler. Et puis, en effet, tu vas peut-être pas te montrer tel que tu es vraiment et tu vas essayer un peu juste de lisser un peu les bords. Puis après, ça dépend aussi des gens qui ont vraiment envie de rencontrer du monde. Et puis, ça pourrait être drôle de jouer un rôle qu'on définit soi-même, qu'on prépare un peu pendant un covoiturage. Tu vois, tu te dis, ce trajet-là, vas-y, je vais faire le gros Bourges infect. Bon, infect, non, c'est dommage parce que c'est 6 heures de route, tu vois. C'est un peu chiant. Ils vont te mettre des notes après, les gens. Tu choisis ton rôle. Ouais, j'avoue, en plus. Après, il y a des gens, c'est déjà des rôles en eux-mêmes. Hein. On arrive à la fin de ce podcast. Avant de terminer, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez des petites recommandations, de petits trucs, des petits machins à aller écouter, consulter, regarder ? Aller voir du théâtre. Si comme Victoire, il y a des personnes qui n'ont jamais vu d'impro, je vous encourage à aller en voir au moins une fois, voir si ça vous plaît ou pas. Et toi, Jean, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander ? Moi, j'ai des petits bouquins à recommander pour ceux qui seraient intéressés, qui veulent se lancer peut-être un peu plus dans le théâtre, plus classique. Allez, c'est parti. Et du coup, dans le classique, en tout cas, il y a Konstantin Stanislavski, donc grosse référence, la formation de l'acteur et la construction du personnage. Il y a aussi Louis Jouvet, le bouquin qui s'appelle Le comédien désincarné. Et c'est intéressant de lire ces deux bouquins parce qu'ils ont du coup deux philosophies totalement différentes par rapport au théâtre, au masque, tout ça. Stanislavski, lui, ça va être plus le personnage qu'on joue, ça vient de ses émotions, de son soi intérieur, ça vient de notre vécu, de nos rencontres, etc. Et pour, par exemple, Jouvet, ça sera plus... une sorte de tunnel en fait. Le comédien sera un tunnel et il devra vraiment retransmettre le personnage tel qu'il a été voulu à l'origine par son auteur, tel que ça a été défini au début, et il ne devra pas l'interpréter. Du coup, c'est deux philosophies différentes et je suis très long. Non, merci, c'est hyper intéressant. Mireille, est-ce que apparemment t'as des bouquins ? Ouais, vite fait la petite rêve. Donc un bouquin que j'avais acheté pour avoir aussi des exercices, mais qui explique aussi le théâtre d'improvisation selon le ressenti de la personne. C'est Christophe Tournier. Donc c'est le manuel d'improvisation théâtrale. Ah oui, il est connu, lui, je crois. Ouais. Et puis après, voilà, si les gens veulent s'intéresser à la Commedia dell'arte, ou vraiment là, c'est des comédiens masqués. Donc avec les personnages emblématiques que les gens connaissent peut-être, Pantalone, Polichinelle, Arlequin, etc. Et si vous avez l'occasion de faire des fois des sessions de masques, c'est aussi super cool d'avoir vraiment l'objet, de l'enfiler. Ou comme on fait par exemple un atelier clown, juste de mettre le nez rouge, on enfile le masque et on lâche le personnage qu'on a en nous, on lâche le clown qu'on a en nous. Et voilà, on peut travailler ça des années, mais quand on le fait la première fois, c'est là qu'on apprend des choses sur soi. Et c'est vraiment très intéressant. Ça me donne envie d'essayer. Ah, ça. Victoire, est-ce que tu as une petite recommandation pour nous ? Alors, j'ai pas de titre particulier, mais un théâtre qui m'inspire beaucoup, moi, c'est le théâtre de No, donc le théâtre japonais, qui a influencé largement toute la culture pop japonaise, en fait, que ce soit dans les films de Miyazaki ou dans d'autres mangas. Donc, si vous pouvez vous intéresser un petit peu au théâtre de No, filez. Il y a de nombreux ouvrages sur le sujet et voilà, c'est que du bonheur. Trop bien. Je pense qu'on peut terminer ce podcast là-dessus. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on espère que le podcast vous a plu. On remercie aussi Yvan, Thomas et Hamza éternellement.
Antoine, l'école régionale des avocats du Grand Est, et vous bien sûr pour votre générosité sur Alloasso. Et merci aussi à tous nos abonnés pour leur soutien continu. Jean, Mireille, merci pour votre incroyable participation. Merci à vous. Merci les gars. Merci. Et si vous voulez prendre leur place, bien sûr, n'oubliez pas de nous contacter sur notre adresse mail ou sur les réseaux. Et n'hésitez pas, on est gentils. Vous confirmez les gars ? C'est totalement vrai. C'est tout à fait. Aïe. À bientôt pour un nouveau podcast.